Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Sophie Charpentier, membre du Forum francophone de la recherche en coaching, doctorante à l'Université de Sherbrooke en coaching des directions d'établissements scolaires et directrice d'école primaire. Aujourd'hui, Stéphane Coulier nous parle d'un article d'Elaine Cox, Tatiana Bashkirova et David Clutterbuck, paru en 2014 dans la revue Advances in Developing Human Resources. Dis-moi, Stéphane, pourquoi as-tu choisi cet article et de quoi parle-t-il? Bonjour Sophie, comme tu l'as remarqué, cet article n'est plus tout jeune puisqu'il a été écrit en 2014. Néanmoins, il est l'un des articles scientifiques qui m'a le plus intéressé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la littérature scientifique sur le coaching. D'ailleurs, le sujet dont il parle me semble être toujours d'actualité. Et donc, quel est ce sujet? Cet article s'intéresse à la professionnalisation du coaching, à ses ancrages théoriques et finalement à son utilité en milieu professionnel. Cox, Bashkirova et Clutterbuck s'adressent principalement aux praticiens des ressources humaines et aux coachs qui pratiquent dans les organisations en essayant de contribuer à la clarification de la valeur du coaching en milieu de travail. Sujet intéressant, d'autant plus que malgré le fait que la recherche empirique sur le coaching se soit développée activement au cours des 10 dernières années, cela reste difficile de trouver des preuves scientifiques sur la valeur du coaching. Tout à fait. Et les auteurs considèrent que la valeur du coaching est d'autant plus difficile à démontrer que cette pratique prend ses sources dans de nombreuses disciplines et de ce fait n'a pas de fondement théorique propre. Ainsi, puisque le coaching est sujet à de multiples influences, cela a conduit à de nombreuses approches. Pour les auteurs, c'est ce qui fait la richesse du coaching et qui en fait une activité d'accompagnement unique qui s'appuie sur des approches individualisées et spécifiques à chaque client. Les auteurs voient donc cette diversité davantage comme une opportunité que comme un problème. Exactement. Et avant d'explorer plus en profondeur l'article, il est essentiel de revenir à leur définition même du coaching, car, comme tu le dis, cette diversité peut être interprétée différemment selon la manière dont on conçoit le coaching. Les auteurs définissent donc le coaching comme un processus de développement humain qui implique une interaction structurée et ciblée, ainsi que l'utilisation de stratégies, outils et techniques appropriés pour promouvoir un changement souhaitable et durable au profit du coaché et potentiellement d'autres parties prenantes. Cette définition souligne donc l'aspect développemental du coaching, en insistant sur son caractère procédural orienté vers un changement, qui doit avant tout profiter au coaché, mais qui peut aussi avoir des répercussions positives pour d'autres parties prenantes, voire pour l'organisation dans son ensemble. Cela étant posé, comment, selon toi, cet article pourrait être utile à nos auditeurs? En fait, je veux revenir sur deux thèmes qui me semblent particulièrement intéressants pour les coachs et pour les utilisateurs de coaching. Le premier thème est le travail de synthèse qu'ont fait les auteurs sur les domaines de savoir sur lesquels les coachs s'appuient, parfois sans en être réellement conscients. Le second thème concerne une tentative des auteurs de présenter différentes approches de coaching selon ce qu'elles peuvent apporter aux ressources humaines et aux besoins auxquels elles peuvent répondre. Parfait. Commençons par les domaines de savoir sur lesquels le coaching s'appuie. Bien que le coaching emprunte à plusieurs champs de savoir, tels que la psychologie, le management, la communication, la philosophie et d'autres encore, les auteurs mettent l'apprentissage et le développement au cœur du processus de coaching. De ce fait, ils rappellent quelques fondamentaux de l'apprentissage des adultes qu'il semble important de garder à l'esprit. Vaste sujet que l'apprentissage des adultes. C'est en effet un champ qui a suscité de nombreux travaux scientifiques. Les auteurs proposent donc un cadre andragogique à la pratique du coaching que je résumerai en 5 principes clés. Premièrement, le coaché fixe l'agenda du coaching. Celui-ci est indépendant dans son apprentissage et dans le choix de ce qu'il souhaite développer. Deuxièmement, le coaché est autonome. La relation de coaching se doit d'être exempte d'évaluation et de jugement. Troisièmement, le coach est riche d'expériences passées qui l'ont construit et guidé dans leur perception du monde. Le coach est idéalement placé pour aider le coaché à s'ouvrir à d'autres perspectives ou, comme le dirait Jack Mezirow, à revoir ses habitudes de pensée. Quatrièmement, par hypothèse, le coaché se trouve souvent dans une situation où il ressent le besoin d'apprendre, que ce soit d'apprendre à ressentir, à penser ou à agir différemment. Il a une motivation intrinsèque à l'apprentissage. Le rôle du coach est alors d'orienter le processus de coaching vers les besoins et leurs valeurs. Cinquièmement, les coachés sont principalement intéressés par des apprentissages concrets qui vont les aider à résoudre des préoccupations réelles et immédiates. Le coaching doit ainsi, au moins dans un premier temps, y répondre. Cette synthèse pose quelques fondamentaux d'une vision andragogique du coaching. Y a-t-il d'autres points que les auteurs abordent sur ce premier thème? Oui,
Les auteurs mettent également en avant l'importance des principes de l'apprentissage expérientiel, initialement introduits par John Dewey et développés par Kolb. Ils proposent un cycle d'apprentissage parfaitement applicable au parcours du coach avec son coaché. Ce cycle commence par une expérience concrète qui génère des émotions chez le coaché. Ensuite, à travers une observation réflexive, il s'agit de prendre conscience de l'expérience dans ses dimensions cognitives, conatives et affectives. Cette expérience est ensuite conceptualisée afin de permettre un retour critique. Enfin, l'action permet d'expérimenter de nouvelles approches, remettant ainsi en question ces schémas pensés de comportement. Concrètement, comment cela peut aider un coach dans sa pratique? Peut-être d'avoir des ancrages théoriques communs au-delà des approches de coaching choisies par le coach. Les principes que je viens de synthétiser me semblent être suffisamment génériques pour pouvoir s'appliquer à tout type de coaching, quelle que soit l'école dans laquelle le coach a été formé, l'association professionnelle à laquelle il adhère, ou encore sa propre appétence pour telle ou telle école de pensée associée à sa pratique. Merci pour ces précisions. Venons-en au second thème. Le second thème s'appuie sur le travail de Cox et ses collègues réalisé en 2014 et celui de Bates et Chen réalisé en 2004. On considère que la pratique du coaching en organisation peut s'inscrire dans trois paradigmes et répondre ainsi à trois types de besoins. Le premier est le paradigme d'apprentissage. Le coaching est alors un moyen d'apporter au coaché des expériences qui lui permettent de se développer. Pour les auteurs, toutes les approches de coaching répondent à ce besoin. Le deuxième est le paradigme de performance. Le coaching est perçu alors comme un moyen d'améliorer la performance individuelle du coaché. Enfin, le troisième paradigme est le paradigme de création de sens. Le coaching est alors un moyen de faire du sens dans son travail. Intéressant. Mais si je comprends bien et si j'anticipe la suite du propos, chaque approche de coaching répond à un de ces paradigmes. Oui, à un ou à plusieurs. D'ailleurs, puisque selon les auteurs, le paradigme d'apprentissage se retrouve dans tout type d'approche de coaching, une approche peut théoriquement s'inscrire dans trois paradigmes. Un paradigme d'apprentissage pur, un paradigme combinant l'apprentissage et la performance, et enfin un paradigme combinant apprentissage et sens au travail. On pourrait presque rajouter un quatrième qui regrouperait les trois paradigmes initiaux. Intéressant, mais encore. Après avoir présenté ces paradigmes, les auteurs reprennent 13 approches de coaching et essayent d'identifier à quel paradigme chacune se rapporte. Déjà, le fait de présenter chaque approche, que les auteurs appellent tradition théorique, mais qui en fait réfère à un type de coaching qu'un coach peut utiliser de façon plus ou moins consciente, est très intéressant, car il permet de comprendre concrètement la diversité des écoles de pensée. D'autant plus que chaque coach, même s'il fait preuve d'une grande curiosité, est souvent confiné dans l'une ou l'autre des traditions théoriques. Il ne connaît pas ni ne maîtrise forcément les autres traditions que celles sur lesquelles il s'est formé. Oui, ce serait en effet présomptueux d'imaginer connaître et surtout maîtriser toutes ces traditions théoriques. D'ailleurs, si l'on veut aller plus loin, nous pourrions dire que chaque coach est en partie défini par la tradition théorique qu'il épouse. Cette tradition constitue son cadre de référence et participe à la modélisation de ses façons de penser. En quelque sorte, elle génère les biais et croyances que le coach a sur la pratique du coaching. Une tradition théorique peut ainsi autant être perçue comme un cadre qui me permet d'exercer ma pratique qu'une cage qui me conditionne. Très intéressant. Mais revenons à des choses plus concrètes. Concernant les 13 traditions théoriques présentées par Cox et ses collègues, peux-tu illustrer ton propos en donnant des exemples et la façon dont les auteurs les classent? Bien sûr, je ne vais pas toutes les citer et j'invite les auditeurs à se référer directement à l'article s'ils souhaitent creuser ce sujet. Commençons donc par une approche de coaching connue de tous, le coaching orienté solution, que les auteurs décrivent comme un type de coaching qui s'intéresse non pas tant aux raisons d'un problème, mais aux actions qui permettent d'atteindre un résultat désiré. Nous pouvons référer nos auditeurs à notre premier épisode de Rec Coach publié pour mieux comprendre ce que cette tradition théorique implique pour un coach, que ce soit en termes de stratégie et de technique de coaching. Donc, pour les auteurs, ce type de coaching s'inscrit dans un paradigme d'apprentissage et de performance en se concentrant sur l'acquisition de compétences pratiques par l'action et l'expérimentation, tout en visant des résultats concrets et mesurables qui améliorent la performance du coaching. As-tu d'autres exemples? Selon les auteurs, un autre type de coaching qui s'inscrirait dans le paradigme d'apprentissage et de performance est le coaching s'appuyant sur la psychologie positive, qui consiste à poser son attention sur les opportunités et les forces plutôt que sur les problèmes et les faiblesses. Ainsi, en mettant l'accent sur les aspects constructifs plutôt que sur les faiblesses, cette approche de coaching stimule la motivation, confiance et l'efficacité du coaché, renforçant ainsi sa performance.
Et des exemples d'approches qui combineraient apprentissage et création de sens? Le coaching narratif s'inscrirait dans ce paradigme. En considérant le coaché comme le narrateur de sa vie, le coach aide le coaché à revisiter et à reconfigurer l'histoire de sa vie. Cette approche de coaching favorise donc à la fois un apprentissage et la création de sens, car le coaché découvre de nouvelles perspectives et façons d'interpréter sa réalité, donnant ainsi un sens plus cohérent à son parcours personnel et professionnel. Un autre exemple qui partage des similitudes avec le précédent est le coaching basé sur les théories du développement de l'adulte, qui s'inscrit dans un paradigme d'apprentissage et de création de sens, en aidant le coaché à comprendre et intégrer les séquences logiques de son développement personnel. En reconnaissant les étapes de croissance propres à l'adulte, ce type de coaching favorise un apprentissage adapté aux besoins et aux défis spécifiques de chaque phase de vie, tout en permettant au coaché de donner du sens à son parcours et de naviguer plus consciemment à travers son évolution. Pour conclure, souhaites-tu nous partager un exemple qui s'appuierait sur un paradigme purement d'apprentissage? Oui, rapidement, les auteurs proposent trois approches de coaching qui répondent uniquement à un paradigme d'apprentissage. Comme exemple, je parlerai juste de l'approche de coaching centrée sur la personne, qui part du postulat que l'individu, dans un environnement favorable, se développe naturellement de manière constructive. Le rôle du coach est donc de créer des conditions d'apprentissage optimales en offrant une écoute attentive et un soutien positif, permettant ainsi au coaché d'explorer, d'apprendre et de grandir selon son propre rythme et selon ses besoins. Très bien tout ça, mais concrètement, à quoi cela peut servir pour un coach praticien? Cela peut en effet sembler un peu théorique, mais je pense que cette démarche, même si le classement des auteurs pourrait être discuté dans certains cas, est vraiment intéressant pour aider chaque praticien à mieux comprendre sa pratique et à mieux aligner la façon dont il exerce son activité de coach. Car si on considère que chaque approche propose des objectifs différents, il semble évident que les stratégies, les techniques, les outils associés vont être différents également. Donc il me semble fondamental qu'un coach soit capable de bien comprendre sa propre pratique, à quels besoins personnels elle répond, afin de pouvoir accompagner au mieux ses clients en étant conscient des biais et des limites associées à sa pratique de coach. J'avais l'impression que dans le Recoach 18, dans lequel tu parlais du coach libéré, tu partais dans la direction inverse. Merci de souligner ce point. Mon propos n'est pas de proposer une lecture rigide du coaching où chacun devrait choisir sa voie de façon ferme et définitive, mais plutôt d'être conscient de la cohérence ou de l'incohérence de nos actions de coach, des outils que l'on utilise, des stratégies que l'on emploie, par rapport à la façon dont on souhaite incarner notre activité de coach. En quelque sorte, coacher en conscience. Oui, et il est essentiel de pouvoir expliquer son identité de coach, ce qu'elle inclut et ce qu'elle laisse de côté. Comme tu le sais, je ne suis pas un partisan d'une approche dogmatique du coaching, ni d'une vision positiviste qui imposerait une manière unique de pratiquer, basée sur des normes définies par des codes de déontologie ou des modèles de compétences uniques. À mon sens, le coaching est trop diversifié pour qu'on puisse le définir de manière trop rigide. Cela n'empêche pas l'existence de principes très généraux qui pourraient constituer un socle commun pour tout coach. Par exemple, les principes andragogiques énoncés précédemment pourraient faire partie de ces principes généraux et partager, quelle que soit la tradition théorique que l'on a choisie. Merci Stéphane pour ces pistes de réflexion sur lesquelles nous pourrions échanger pendant des heures. Avant de conclure, souhaites-tu partager d'autres choses à nos auditeurs? J'aimerais conclure en partageant quelques conseils que les auditeurs donnent quant à la bonne intégration de la théorie dans sa pratique de coach. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre non seulement les techniques, mais aussi la théorie et ou le cadre de connaissances qui sous-tendent notre pratique de coach. Cette compréhension profonde permet d'utiliser les outils de manière plus intentionnelle et adaptée. Ensuite, il est recommandé de réfléchir et de pratiquer chaque technique sur soi-même avant de l'appliquer à ses clients, ce qui permet au coach de mieux saisir ses effets et ses implications. Par ailleurs, il est crucial de s'assurer que le client comprenne et accepte l'utilisation de chaque technique, afin qu'il puisse non seulement y adhérer, mais aussi contribuer à son succès. Enfin, bien qu'il soit utile de disposer de nombreux outils, il n'est pas toujours nécessaire de les utiliser tous. En effet, les auteurs observent une corrélation négative entre la dépendance aux outils et l'expérience ou la compétence d'un coach, soulignant ainsi l'importance de la simplicité et de l'adaptabilité dans la pratique du coaching. Merci Stéphane pour ce partage. Je comprends donc, sans que tu ne le nommes explicitement, que tu invites chaque auditeur coach à faire un exercice réflexif pour essayer de mieux comprendre à quel paradigme son approche répond et quel est le niveau d'alignement entre son approche, ses stratégies, les techniques et les outils qu'il utilise et la façon dont il souhaite incarner son activité. Tout à fait, Sophie. C'est une belle requête.
Étant entendu que nous sommes tous des coachs uniques et que, à mon avis, un gage de maturité en tant que coach est de continuellement se questionner sur la cohérence entre ce que nous sommes et comment nous voulons accompagner nos clients. Il s'agit d'un exercice de lucidité et d'authenticité pour garantir que notre pratique reste alignée à nos valeurs et à l'impact que nous souhaitons avoir. Merci Stéphane pour cet échange qui pourrait ouvrir sur de nombreuses discussions. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. À bientôt pour notre prochain rendez-vous.